Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Préparez-vous à vivre un épisode bouleversant de Plus belle la vie, encore plus belle, où le soulagement tant attendu cède rapidement la place à un nouveau drame inattendu. Alors que Luna et Chloé sont enfin retrouvées après des jours d'angoisse et de silence, une autre ombre plane sur le Mistral, plus insidieuse, plus intime, celle de Samuel, dont la chute semble désormais inévitable. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les événements haletants de l'épisode à venir, la vérité glaçante sur le réseau d'exploitation mis en place par un dentiste sans scrupules. Les doutes de Jennifer qui découvre que Samuel n'est pas l'homme qu'elle croyait aimer, les soupçons de Morgan qui se précisent, et surtout, la spirale destructrice d'un médecin en perte totale de contrôle. Qui est vraiment Samuel? Et jusqu'où ira-t-il pour cacher ses secrets? Des révélations choquantes? Des tensions émotionnelles à leur comble? Des confrontations intimes déchirantes et une enquête qui bascule dans une affaire bien plus grave qu'un simple enlèvement. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque minute compte. L'épisode que nous allons vous décrypter est tout simplement l'un des plus intenses depuis le retour de la série sur TF1. Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, les événements prennent un tournant décisif au Mistral. Tandis que l'angoisse cède enfin la place au soulagement pour Luna et Chloé, une autre tragédie continue de couver, plus sourde, plus intime. Celle de Samuel, dont la chute semble désormais inévitable. Après des jours d'enfermement et d'angoisse, Luna ouvre enfin les yeux. Affaiblie mais consciente, elle réalise que les secours sont arrivés. Chloé, elle, reste inerte. Son état est alarmant, sa respiration est faible, sa peau livide, et son pouls à peine perceptible. Les médecins présents redoutent une septicémie avancée. L'urgence est totale. Au même moment, l'arrestation du gardien marque la fin de ce cauchemar. C'est grâce à la persévérance de Babette, à la détermination de Sorigny et à l'intervention rapide des forces de l'ordre que les deux femmes ont pu être localisées à temps. Dès leur libération, Luna et Babette sont transférées en urgence vers l'hôpital. L'état critique de Chloé impose une prise en charge immédiate et intensive. Mais alors que l'on pourrait croire à un retour au calme, une autre tempête se lève. Isolé, tourmenté, Samuel s'enfonce dans ses douleurs physiques et ses blessures psychologiques. Rongé par la culpabilité et incapable de se livrer, il s'éloigne peu à peu de ceux qui pourraient l'aider. Les regards de ses collègues se font plus inquiets. Sa souffrance, de plus en plus visible, devient impossible à ignorer. Ainsi, pendant que certaines retrouvent la lumière, d'autres s'enfoncent dans l'ombre. Ce nouvel épisode promet d'être bouleversant, entre espoir fragile et chute silencieuse. De retour au commissariat, l'enquête connaît une avancée majeure. Idriss fait un point complet avec Patrick Nebou, le gardien, désormais en garde à vue, est passé aux aveux. Acculé face aux preuves et à la pression des interrogatoires, il a fini par craquer et livrer sa version des faits. Mais plutôt que d'assumer l'entière responsabilité de ses actes, il cherche à se défausser, pointant du doigt un autre protagoniste de l'affaire, le propriétaire de l'immeuble. Selon ses déclarations, c'est le dentiste, propriétaire des lieux, qui serait à l'origine de toute cette affaire sordide. Le gardien affirme que cet homme lui aurait fait une promesse claire, en échange de son silence, de son obéissance et de sa complicité dans les agissements douteux du bâtiment, il obtiendrait deux choses qu'il désirait ardemment: un emploi stable et un titre de séjour. Sésame pour une vie plus digne. Cette révélation change la nature même de l'affaire. Si les propos du gardien sont confirmés, cela signifie qu'il n'était pas qu'un simple exécutant, mais la pièce d'un système plus large, organisé et potentiellement criminel. Pour Patrick, cette piste mérite d'être creusée immédiatement. Le rôle du dentiste, jusque-là resté dans l'ombre, pourrait s'avérer bien plus central qu'il n'y paraît. L'enquête s'intensifie et les révélations sur le propriétaire de l'immeuble, ce dentiste apparemment respectable, font froid dans le dos. Derrière une façade soignée et une blouse blanche immaculée se cache en réalité un homme aux pratiques profondément immorales. Patrick et son équipe découvrent que ce professionnel de santé possède en toute discrétion plusieurs immeubles dans un état de délabrement avancé, qu'il loue illégalement, sans contrat, à des personnes en grande précarité.
Ces logements insalubres, souvent à la limite de l'habitabilité, lui rapportent pourtant une fortune. La mécanique est bien huilée. Pour repérer ses futures victimes, il se sert de son propre cabinet dentaire comme d'une vitrine. En se présentant comme un praticien bienveillant, il accepte de soigner des patients précaires, parfois même sans demander de carte vitale ni de paiement immédiat. Mais derrière ce geste apparent de générosité, se cache une méthode cynique, il cible volontairement les plus vulnérables. Une fois la relation de confiance établie, il leur propose un logement à prix réduit, souvent leur seule solution face à la rue. En réalité, ces personnes tombent dans un système d'exploitation déguisé, où elles sont contraintes d'accepter des conditions de vie dégradantes en silence, de peur de tout perdre. C'est dans ce contexte que Chloé, lucide et méfiante, a commencé à faire des recoupements. En observant les va-et-vient au cabinet, en échangeant avec d'autres patients ou en enquêtant discrètement, elle a découvert la réalité sordide du trafic. Elle avait compris que ce dentiste profitait de la misère humaine pour bâtir un petit empire immobilier clandestin. Elle s'apprêtait sans doute à dénoncer ces pratiques aux autorités ou à un journaliste. Sentant que la vérité risquait d'éclater, le dentiste a paniqué. Redoutant des poursuites judiciaires et la perte de tout ce qu'il avait construit, il a pris une décision radicale, faire taire Chloé. C'est ainsi qu'il a orchestré sa séquestration, avec la complicité du gardien. Pour lui, l'éliminer du décor était le seul moyen d'empêcher la chute de son système. Ce retournement donne à l'enquête une toute autre dimension. Il ne s'agit plus seulement d'un enlèvement, mais de l'exposition d'un réseau d'exploitation organisé, installé au cœur même de la ville, et orchestré par un homme en qui personne ne se méfiait. Lorsque Blanche et Eric arrivent au pavillon des fleurs, ils sont surpris de découvrir Luna, affaiblie mais debout, présente sur les lieux. La tension retombe légèrement dès cet instant, l'inquiétude laissant place à un soulagement pudique. Luna, encore marquée par les épreuves des derniers jours, trouve néanmoins la force d'offrir à Blanche une nouvelle qui va profondément la bouleverser. Chloé est désormais hors de danger. Son état s'est stabilisé à l'hôpital. Et bien que la jeune femme reste sous surveillance, les médecins sont confiants. Cette annonce agit comme un électrochoc pour Blanche, qui accuse le coup avec émotion. Profondément touchée, elle se sent aussitôt envahie par le remords. Elle se souvient de ses doutes, de sa méfiance, de cette voix intérieure qu'elle a étouffée lorsque Luna affirmait que quelque chose n'allait pas avec Chloé. À l'époque, elle n'avait pas voulu croire à cette disparition inquiétante, pensant à une rechute ou à une exagération. Face à Luna, qui n'attend ni reproche ni justification, Blanche laisse tomber les apparences et présente des excuses sincères. Elle reconnaît qu'elle a eu tort de ne pas lui faire confiance, qu'elle a laissé ses propres préjugés parasiter son jugement. Elle exprime sa honte de ne pas avoir agi plus tôt, de ne pas avoir écouté les signes d'alerte, et d'avoir ainsi indirectement contribué à prolonger la détresse de Chloé. Luna, avec sa bienveillance habituelle, ne laisse pas place au ressentiment. Elle accueille les mots de Blanche sans amertume, consciente que l'erreur est humaine. Ce moment de vérité, à la fois simple et puissant, vient sceller une forme de réconciliation. Un lien abîmé par les circonstances commence à se réparer dans l'humilité et la sincérité. Plus tard dans la journée, à l'hôpital, alors que Babette échange avec Patrick et Léa sur les derniers développements de l'affaire, son téléphone se met à vibrer. Elle décroche et, à l'autre bout du fil, c'est Mathieu. Le ton de sa voix est léger, presque complice. Il la remercie chaleureusement pour leur récente collaboration, affirmant qu'il a sincèrement apprécié faire équipe avec elle. Une remarque simple, mais qui fait son effet. Babette, prise au dépourvu, esquisse un sourire discret. Son regard s'adoucit, et l'espace d'un instant, elle semble oublier les tensions et les tragédies qui rythment son quotidien. Léa, attentive, capte cette étincelle fugace dans les yeux de sa mère. Patrick, lui, ne dit rien. Mais son silence laisse entendre qu'il n'est pas aveugle non plus. Babette, pourtant si cartésienne, laisse-t-elle son cœur se laisser approcher par le charme discret et l'humour de Mathieu? Le doute s'installe. Et si, derrière la rigueur professionnelle, un début de flirt était en train de naître? Pendant ce temps, de l'autre côté du Mistral, Samuel continue de jouer à un jeu dangereux.
De retour à l'hôpital, il tente de redorer son image en prétendant à Jennifer qu'il a passé la nuit à travailler sur la disparition de Luna et Chloé. Mais Jennifer, loin d'être dupe, ne se laisse pas attendrir par ce discours trop bien rodé. Son regard est dur, direct. Elle finit par lui avouer qu'elle a lu le message qu'il a reçu la veille au soir, un texto équivoque, qui a éveillé ses soupçons. Pris de court, Samuel réagit aussitôt. Il tente de désamorcer la situation en affirmant que ce message venait d'un informateur, rien de plus. Pas une autre femme, insiste-t-il. Mais le ton de sa voix manque de conviction. Et ses yeux peinent à soutenir ceux de Jennifer. Morgan, témoin de l'échange en retrait, commence à le surveiller de plus près. Elle sent que Samuel cache quelque chose, et son instinct de soignante, mêlé à une forme de loyauté envers ses collègues, l'incite à rester en alerte. Plus que jamais, Samuel semble pris au piège de ses propres mensonges. Tandis que certains se reconstruisent peu à peu. Lui continue de s'enfoncer dans une spirale de dissimulation et de solitude. Au commissariat, l'ambiance se fait plus tendue lorsque Morgan, visiblement préoccupée, demande à parler à Patrick en privé. Elle tient dans ses mains un dossier médical détaillé, qu'elle a analysé en comparant les stocks répertoriés avec ceux réellement retrouvés après la saisie des cartons de médicaments volés. Son constat est sans appel, il manque plusieurs boîtes, et pas n'importe lesquelles. En parcourant les inventaires, Morgan a identifié une anomalie troublante. Ce sont principalement des opioïdes, des antidouleurs puissants et très surveillés qui se sont volatilisés. Morphine, fentanyl, oxycodone. Ces substances, extrêmement réglementées en raison de leur potentiel addictif, ont disparu sans laisser de traces. Or, ces cartons étaient censés être scellés au moment de leur récupération. Face à Patrick, Morgan n'y va pas par quatre chemins. Elle écarte la thèse d'un oubli logistique ou d'une erreur administrative. Pour elle, il ne fait aucun doute que ces médicaments ont été subtilisés après la récupération officielle des stocks, c'est-à-dire au moment où ils étaient déjà entre les mains des forces de l'ordre ou du personnel hospitalier. La jeune soignante évoque donc une hypothèse inquiétante. Le vol a très probablement eu lieu en interne. Quelqu'un, à l'hôpital ou au sein des équipes chargées du transfert, a profité d'un moment d'inattention pour détourner les opioïdes. Un acte prémédité et particulièrement grave. Patrick, attentif et déjà en alerte concernant plusieurs comportements suspects ces derniers jours, comprend immédiatement l'ampleur du problème. Un trafic en milieu médical ou policier serait un scandale majeur. Une enquête discrète mais rigoureuse va devoir être lancée pour identifier le ou les responsables, et très vite. Un nom commence à se dessiner dans l'ombre. Samuel. La tension monte d'un cran autour de Samuel, dont le masque commence sérieusement à se fissurer. Alors que l'étau se resserre sur le vol des opioïdes, une scène violente vient confirmer les soupçons de Morgan et la pousse à alerter discrètement Patrick. Dans les couloirs du commissariat, Morgan se dirige vers une salle d'interrogatoire où le dentiste, désormais principal suspect dans l'enlèvement de Luna et Chloé, vient d'être transféré pour une nouvelle audition. En s'approchant, elle entend des éclats de voix. À travers la porte entrebâillée, elle surprend Samuel, hors de lui, faisant face au suspect. Son ton est brutal, les poings serrés, et ses paroles chargées de colère. Ce n'est plus le médecin réservé et professionnel que tout le monde croit connaître. C'est un homme débordé par ses pulsions, à bout de nerfs, qui menace de frapper un homme pourtant déjà sous garde policière. Le regard fixe, la mâchoire crispée, Samuel est clairement en train de perdre pied. Il franchit les limites de la déontologie. Et surtout celles de la légalité. Morgan intervient immédiatement, stupéfaite. Elle entre dans la pièce et lui demande, inquiète mais ferme, « Samuel, est-ce que ça va ?» Mais au lieu de se calmer, Samuel se retourne vers elle avec une agressivité glaciale. Ses yeux lancent des éclairs, et il lui répond sèchement, presque avec violence, lui intimant de le laisser tranquille. Son attitude est non seulement inappropriée, mais alarmante. Pour Morgan, il ne fait plus de doute que quelque chose cloche. Elle a vu la colère brute, le déséquilibre émotionnel, et surtout cette rage incontrôlée qui ne colle pas à l'image d'un médecin censé être dans le soin et la maîtrise.
Et lorsqu'elle repense au dossier des opioïdes manquants, tout semble soudainement s'assembler. Samuel est-il au bord du gouffre? Est-il impliqué dans le vol de médicaments? Et si oui, jusqu'où est-il prêt à aller pour protéger son secret? Une chose est certaine, Morgan, désormais en alerte, ne lâchera pas l'affaire. Et Samuel, de plus en plus isolé, semble bien proche d'être enfin démasqué. Au Mistral. L'ambiance est encore chargée d'émotions alors que Luna retrouve Barbara et Jennifer. Après les jours de peur et d'incertitude, ces retrouvailles apportent un peu de chaleur humaine. Un souffle de normalité dans le chaos récent. Luna, bien que visiblement affaiblie, retrouve doucement ses repères, entourée de visages familiers et bienveillants. Jennifer, soulagée de voir Luna saine et sauve, saute sur l'occasion pour saluer les qualités de Samuel. Elle ne tarit pas d'éloges sur son petit ami. Persuadée que c'est lui qui a permis la libération de Luna et Chloé. Selon elle, c'est grâce à son implication, son travail acharné et sa ténacité que l'affaire a été résolue. Elle le voit encore comme un homme fiable, solide, qui ne compte pas ses heures pour venir en aide aux autres. Mais Luna, les traits encore marqués par la fatigue et les séquelles de la séquestration, ne peut se résoudre à laisser passer cette illusion. Elle prend un moment pour poser ses mots avec calme, sans animosité. Mais avec une franchise désarmante, « Jennifer, je suis désolée, mais Samuel n'a rien fait. Il n'a eu aucun rôle dans notre libération. C'est Babette et la police qui nous ont retrouvés. » Un silence tombe. Jennifer reste figée, les yeux écarquillés. Cette révélation la frappe de plein fouet. Pendant un instant, elle tente de se raccrocher à ses certitudes, mais les doutes, déjà présents depuis plusieurs jours, refont surface avec violence. Elle repense aux absences de Samuel, à ses excuses floues, à ce SMS étrange qu'elle a découvert, à son agressivité soudaine. Tout prend un nouveau sens. Un peu plus tard, seule avec Barbara, Jennifer laisse tomber le masque. La voix tremblante. Elle lui confie ce qu'elle n'ose plus garder pour elle, elle doute. Elle ne reconnaît plus Samuel. Elle se demande s'il ne lui cache pas des choses bien plus graves que ce qu'elle imaginait. Barbara, touchée par la détresse de son amie, l'écoute attentivement. Elle aussi commence à s'interroger, et si Samuel n'était pas l'homme qu'il prétend être? Peu à peu, les mensonges de Samuel s'effritent. Et ceux qui l'entourent commencent à voir clair dans son jeu. Le vernis craque. Et la vérité, inexorable, commence à faire surface. Alors que Jennifer est submergée par le doute, Barbara tente de la rassurer du mieux qu'elle peut. Elle lui rappelle que Samuel a toujours été professionnel. Qu'il a traversé des périodes difficiles et qu'il n'est pas toujours simple de garder le contrôle quand on est médecin confronté à des drames. Mais malgré ses mots doux et son empathie sincère, Jennifer secoue la tête, les yeux embués. Elle en est désormais convaincue, Samuel lui ment. Il lui cache quelque chose de grave, et ce qu'elle ressent n'est plus une simple inquiétude passagère, mais une certitude douloureuse. Au même moment, dans les vestiaires de l'hôpital, la vérité se dévoile à huis clos. Samuel, seul, nerveux, ouvre discrètement son casier. Derrière une pile de dossiers et une trousse médicale, il saisit une boîte dissimulée dans un sachet opaque. Il sort un cachet d'opioïdes, le place dans sa bouche avec l'habitude de celui qui l'a déjà fait bien trop souvent, et l'avale sans même un verre d'eau. Son regard est vide, creusé par l'épuisement et l'addiction qui le rongent peu à peu. Ce geste, devenu presque mécanique, témoigne d'une spirale qu'il ne contrôle plus. Dans un sursaut de lucidité, Samuel quitte brièvement le vestiaire et croise Morgan dans le couloir. La tension est palpable, mais il tente de sauver les apparences. Il s'excuse pour son comportement violent et agressif plus tôt dans la journée, notamment lors de son explosion face au dentiste. Il prétend qu'il traverse une mauvaise passe. Qu'il est à cran à cause de la pression liée à l'affaire Luna Chloé. Morgan, bien que poli, reste sur ses gardes. Quelque chose ne colle pas. Samuel semble à bout. Mais ses explications sonnent faux. Et puis, une fois Samuel parti, le hasard fait éclater une nouvelle vérité. Morgan entre dans le vestiaire, resté entrouvert. En posant son sac,
Son regard est attiré par une boîte dépassant légèrement d'un casier resté mal fermé. Intriguée, elle s'approche, et découvre ce qu'elle redoutait, la fameuse boîte de médicaments manquante. Les opioïdes, bien identifiés, sont là. Rangés à la hâte, comme si quelqu'un cherchait à les cacher en urgence. Le choc est immédiat. Son cœur s'accélère. Elle comprend que le vol ne vient pas de l'extérieur. Il s'est produit ici, au cœur même de l'hôpital. Et surtout, elle vient sans doute de découvrir l'identité du voleur. Les soupçons qu'elle avait jusque-là sans preuve prennent enfin une consistance tangible. Samuel, son collègue, l'enquêteur, le médecin supposé fiable, pourrait bien être au centre de ce scandale. Une seule question reste en suspens, va-t-elle dénoncer Samuel? Ou tenter de l'aider avant qu'il ne soit trop tard? Voilà, vous savez tout sur ce nouvel épisode de Plus belle la vie. Encore plus belle, un épisode à couper le souffle où l'on passe de la lumière à l'obscurité en un clin d'œil. Si Luna et Chloé peuvent enfin souffler, le destin de Samuel, lui, semble s'écrire en lettres de plus en plus sombres. Addiction, mensonge, vol de médicaments, perte de contrôle, la vérité est en train de remonter à la surface. Et elle risque d'emporter bien plus qu'une simple réputation. Morgane saura-t-elle agir à temps? Jennifer découvrira-t-elle enfin toute la vérité? Et Samuel, est-il déjà allé trop loin? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains rebondissements, et de partager vos théories en commentaire. Pensez-vous que Samuel peut encore s'en sortir? Ou va-t-il finir par tomber? Merci à tous pour votre fidélité, et à très vite pour de nouvelles révélations du Mistral. Prenez soin de vous, et restez curieux.